Soyez les bienvenus pour participer à cette conférence de presse digitale co-organisée par Profil Events et la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. Ça va être l'occasion de faire le point sur une triple actualité, le salon des ETA 2023, la présentation de l'étude 2023 dédiée aux ETA et la loi d'orientation et d'avenir agricole. On fait le point sur tous ces sujets avec nos 4 invités que je salue. Tout d'abord en visio, Gérard Napias, bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. À nos côtés en plateau, Frédéric Jean, président de l'Union régionale des entrepreneurs du territoire de Bretagne, coprésident avec Frédéric Bondou, que je vous présenterai dans un instant mais qu'on ne présente plus, donc coprésident du comité de pilotage du Salon des ETA. Soyez les bienvenus. Et puis Arnaud Poncelet, directeur de la société d'études MDA, spécialisée dans les études sur le monde agricole. Merci d'être présent aujourd'hui. Et enfin, donc Frédéric Bondou, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de Profil Events Group. Alors, je salue également les journalistes qui nous regardent en ligne, connectés, qui vont suivre nos échanges, mais pas que, qui vont participer, je le souhaite, en grand nombre à l'aide de leurs questions. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues via notre plateforme. En haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à poster vos questions, vos messages, vos contributions. À tout moment, je relayerai un maximum de vos questions dans la dernière ligne droite, dans la dernière partie de cette conférence de presse digitale avec nos invités en plateau. Pour commencer, première question toute simple pour vous, Gérard Napias et vous, Frédéric Bondou en plateau. Pourquoi avoir organisé cette conférence de presse? Gérard Napias d'abord. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, conférence de presse, c'est pour rappeler ces journées importantes que sont donc cette rencontre dans le salon des ETA communément appelé et qui est un grand rendez-vous pour la fédération, pour les entrepreneurs de travaux agricoles et d'autres métiers aussi, et surtout leurs salariés. Je crois que cette nouvelle version qui est mise en place avec Profil Events depuis 2005 apporte une richesse à toutes ces entreprises et une connaissance approfondie avec du côté matériel, l'évolution que peuvent nous apporter les constructeurs avec de nouvelles machines. Alors ça, c'est le côté matériel. Mais également dans ce salon, c'est également de partager le côté immatériel, puisque de plus en plus, nous sommes, confrontés dans le milieu agricole, dans le milieu des entreprises, à des applications qui facilitent la vie, qui complètent les prestations que nous devons faire. En tout, total, c'est nous, managers d'entreprise, les entrepreneurs, nous devons et nous serons tous au salon en décembre à Tours, je crois bien. Absolument, vous ne vous trompez pas, Président. Même question pour vous, Frédéric Bondou. Pourquoi avoir choisi d'organiser cette conférence de presse digitale? Je crois qu'on avait 2 sujets d'actualité en même temps. Gérard Napias sur la loi d'orientation et nous sur le salon des ETA, mais aussi sur la sortie d'une étude qu'on réalise tous les 3 ans sur les ETA. Donc voilà, je crois que les 3 en même temps, ça valait le coup de faire cette conférence. Alors, ouvrons la première partie de notre échange au sujet du salon des ETA. Pourquoi un salon spécifique dédié aux ETA? Alors, l'agriculture, elle est confrontée à de multiples enjeux que je ne vais pas détailler. Une population qui ne cesse de grandir, des contraintes, le respect de la planète parce qu'on doit, si on veut la préserver pour nos enfants, c'est important. De plus en plus de traçabilité, de sécurité au niveau alimentaire. Donc tout ça fait que l'agriculture, elle devra être toujours de plus en plus performante. Et il y a un outil au milieu de tout ça qui est stratégique, qui est le matériel. Et ces matériels, ils vont de plus en plus évoluer avec les nouvelles technologies, avec la robotique demain, de nouvelles énergies utilisées. Et donc, forcément, le prix des machines ne cessera de monter. Et là-dedans, il y a plusieurs solutions. Si on veut que l'agriculture et que les agriculteurs gardent un revenu décent, il va falloir trouver des solutions. Et une des solutions qui s'est développée maintenant depuis 20 ans, ce sont les ETA. Une étude qui est sortie l'an dernier de François Purcell et de son équipe a montré auquel point les ETA s'étaient développés. Bon, nous, on les mesure tous les 3 ans, donc on le voit bien. Mais je pense que ça méritait, en tout cas, d'avoir un salon sur ce sujet et sur cette cible qui, à mon avis, dans les années qui viennent, va continuer de se développer. Frédéric, qu'est-ce que ce salon des ETA a de particulier, de singulier par rapport à d'autres types de salons? Alors,
nous, on a fait un choix au tout départ, en 2005, quand je suis allé voir la fédération, Gérard Napias le rappelait, c'est de faire un salon d'abord dédié uniquement aux ETA, mais aux ETA et leur équipe. C'est important parce que souvent, quand on donne une cible, on parle du dirigeant. Nous, ce qu'on a souhaité d'emblée, c'est de faire un salon qui s'adresse aux dirigeants, mais aussi à ses employés. Pourquoi ? Parce que ces employés, dans de nombreux cas, sont prescripteurs d'un certain nombre de choix, puis font vraiment partie en fait, de l'entreprise. Je ne vais pas le dire devant François-Jean, mais enfin, je vais plutôt me le permettre. À un ETA, ça ne voit pas toujours tous ses clients en permanence. C'est plus les chauffeurs qui les rencontrent qu'eux-mêmes. Donc ça, c'était le premier choix. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Ce qui n'est pas commun, parce que à ma connaissance, dans le monde agricole, ça n'existe pas. Un visiteur, pour nous, il doit se préinscrire, on doit le valider pour qu'il puisse accéder au salon. Ça veut dire qu'on a une cible qui est constituée uniquement d'ETA et de leur équipe. La deuxième chose qu'on a privilégiée, Gérard le disait tout à l'heure, c'est l'échange. Parce que quand j'ai travaillé sur la création de ce salon, on s'est rendu compte que ce qui intéressait un ETA, bien sûr, le matériel, il suit l'actualité, donc il est au fait, c'est de rencontrer les dirigeants des constructeurs, c'est de rencontrer les dirigeants des distributeurs, que leurs chauffeurs rencontrent les chefs produits dans les marques, dans les sociétés qui fournissent les ETA. Et ça, c'était deux choix qui étaient importants et qui se sont révélés stratégiques pour l'avenir parce que du coup, on a pu effectivement le faire évoluer. Et puis après, il a, j'appelle ça l'ADN Profil d'Evans, il y a peut-être de nombreux salons qui font de la même manière que moi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des salons extrêmement pratiques, extrêmement concrets, extrêmement profitables. Alors, au sens financier du terme, en ce sens où le temps maintenant de nos visiteurs, il est compté. Et ce qui est fondamental, c'est qu'un visiteur, il ne perd pas de temps. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de faire. Et le bon mariage qu'on a fait depuis 2005, parce que ça dure, on va fêter nos 20 ans bientôt, c'est qu'on a trouvé une bonne complémentarité entre notre expertise sur les salons et l'expertise de la Fédération des EDT sur le monde des ETA. Très bien. Je me tourne vers vous maintenant, Frédéric Jean. Vous dirigez une entreprise de 45 salariés, je crois. Qu'est-ce que ça représente, ce salon des ETA, pour le dirigeant d'ETA que vous êtes, pour les salariés de vos entreprises et au-delà, pour le coprésident du comité de pilotage du salon que vous êtes? Triple casquette, donc. Bien, je dirais d'abord que vis-à-vis de nos salariés, c'est un moment vraiment privilégié, ce salon, c'est le moment convivial où on se rend avec nos salariés. Et puis, ce salon, c'est d'abord notre salon. C'est vrai que pendant 2 jours, pour nos salariés et pour nous, ça nous permet de rencontrer tous les entrepreneurs de France et puis, bien sûr les constructeurs. Et je dirais aussi que pendant ces 2 jours sont vraiment le rendez-vous aujourd'hui obligé des entreprises de travaux agricoles, des entreprises de travaux ruraux et de plus en plus aussi des travaux forestiers. Ensuite, c'est vrai que ce salon, pour nous, c'est forcément une recherche aussi d'innovation. C'est vrai que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers sont un formidable laboratoire pour ce qui est du matériel agricole. Et en termes de technologie, d'innovation, on est très très présent et cette innovation, on vient la chercher forcément au salon des ETA où on a vraiment quelque chose de regroupé avec seulement des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs salariés. Donc c'est toute l'importance des échanges qu'on peut avoir avec les constructeurs et les chefs de projet, etc. Frédéric, vous avez fait des changements importants en 2021. À quoi va ressembler l'organisation de la prochaine édition et pourquoi vous revenez à Tours d'ailleurs ? Alors, on avait choisi Tours pour différentes raisons, mais il se trouve que, voilà, effectivement, on ne s'est pas trompé, puisque Tours on a fait des enquêtes après l'édition de 2021, qui est une édition un peu particulière, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, avec une annonce restreignant les déplacements compte tenu de la pandémie Covid. Mais Tours a été plébiscité, à la fois par les visiteurs et à la fois par les exposants. Ce qui plaît dans le site de Tours, c'est d'abord des halls qui sont adaptés pour recevoir une manifestation telle que celle-ci, puisqu'on a énormément de gros matériel, donc il faut quand même avoir
halls avec un certain volume pour pouvoir faire ça. La deuxième chose, c'est que ces halls sont tous les uns à côté des autres, donc ça c'est très pratique. Les parkings sont juste à côté. Donc bref, on a un environnement qui est très favorable pour que, là encore, ce qui est important pour nous, le visiteur ne perde pas de temps et soit dans de bonnes conditions. Quand on va du parking dans les halls, ça prend 2 minutes. Si jamais il pleut, voilà, c'est pas problématique. La deuxième chose, c'est l'accessibilité de Tours. Parce que c'est vrai qu'on se déplace que d'1 heure du Mans, mais ça change fondamentalement les choses par rapport aux axes autoroutiers. C'est-à-dire que notre développement aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a fait le plein dans l'Ouest, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait dans la région Grand Ouest, et là on est déjà très connus. Mais tous ceux qui venaient de la région Ouest perdaient quand même beaucoup plus de temps en allant au Mans. C'est plus le cas maintenant, et donc ça c'est un deuxième élément qui est important. Il y a bien sûr l'attractivité du TGV, parce que maintenant vous faites Strasbourg-Tours en 3 heures, donc vous faites Lille-Tours en 2h30. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec Tours. Et puis Tours a un parc hôtelier qui est suffisamment important pour accueillir une manifestation de ce type-là. Je dirais que si on peut faire un petit bilan de l'édition 2021, le petit bémol qu'il y avait, c'était la restauration. Voilà, donc là, on a décidé, on a tout de suite rectifié ça, bien sûr en discutant avec la FNEDT. On va mettre en place un restaurant de 900 places. Voilà, donc là, tout ça, on va bien sûr pas le modifier, on va plutôt l'amplifier et en bien, puisqu'on va proposer des séjours aux visiteurs avec l'Office du tourisme de Tours. La deuxième chose deuxième grande nouveauté qu'on a apportée, c'est la fameuse 3e journée. Alors, c'est une journée où on est très frustré par rapport à 2021 parce que les annonces Covid nous ont vraiment beaucoup impacté sur cette journée, puisqu'on avait décidé d'avoir une stratégie de promotion avec une majorité de concessionnaires agricoles qui venaient avec leurs clients en voiture. Donc évidemment, faire 3 ou 4 heures de voiture avec 4 personnes dans ce contexte-là, c'était pas possible. Donc on va maintenir cette journée. Pour nous, l'objectif de cette journée, c'est que ça soit une véritable vitrine. Une vitrine pour les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux, mais aussi une vitrine pour nos exposants. Pour leur réseau de distribution, mais aussi pour les clients de leurs concessionnaires qui souhaitent venir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire une grande campagne de communication, beaucoup plus importante que celle qu'on avait faite il y a 2 ans, et puis inciter les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux, les exposants et les concessionnaires à inviter leurs clients sur cet événement. Très bien. Alors, Frédéric Jean, la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires apporte l'expertise sur ce salon des ETA. Quelles nouveautés, vous proposez aux chefs d'entreprise et à leurs salariés ? Bien, en matière d'expertise, on avait ce pôle expert qu'on a complètement revu aujourd'hui. Et forcément, avec toute la dimension économique, en ce moment avec le phénomène d'inflation, et puis bien sûr les histoires d'augmentation des marges, des tarifs, et puis les calculs des coûts. Mais en même temps aussi, c'est toute cette vigilance, je dirais, climatique, avec cette obligation de décarbonation, la contractualisation également avec les clients, que ce soit pour des prestations simples ou alors des prestations, ça peut aller du A à Z. Et puis, il y a toute cette partie aujourd'hui compliquée avec la pression sur l'emploi, donc en matière de recrutement, en lien avec des partenaires. Et puis, bien sûr, il y a, et moi, vu mon âge, on peut parler aussi de transmission, transmission très importante. On a aujourd'hui des entreprises qui se sont beaucoup développées et qu'il faut transmettre demain. Bien sûr. Et puis bien sûr, il y a toutes ces problématiques 2023, actualité, avec ces nouvelles réglementations. On parle des taux de TVA, du document unique, bien sûr, d'évaluation des risques. Et puis des factures électroniques au 1er janvier 2024. Et puis Frédéric, parmi les nouveautés 2023, vous allez créer, je crois, un espace chauffeur. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que les chauffeurs font partie intégrale de ce salon. Et du coup, c'est cette nouvelle animation en fait, où on veut récompenser en fait, une espèce de chauffeur de l'année, et avec 4 catégories, en fait, une axée sur la polyculture élevage, une autre plus sur la grande culture, une sur les travaux ruraux et ensuite la forêt.
avec là, bien sûr, un quiz qui met en évidence les compétences, le contact client. Nos chauffeurs sont forcément les commerciaux aussi de nos entreprises. Et puis, le fait d'atteler, du coup, une machine, par exemple, en sécurité. Et ensuite, une espèce d'escape game sur les pannes et réglages, etc. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Frédéric, l'autre Frédéric, quelles sont les autres nouveautés 2023 ? Bien, c'est ce qui a manqué en 2021. J'ai décidé de faire le salon des ETA, les années impaires, puisque un mois avant le salon a lieu le plus grand salon européen qui s'appelle Agritechnica, où sortent 80% des nouveautés dédiées aux ETA depuis une vingtaine d'années. Et donc, ce qui changera, et je leur souhaite comme je nous le souhaite, c'est qu'on passe une année enfin normale. Agritechnica aura lieu. Et bon, on sait déjà, puisqu'on est au courant d'un certain nombre de dossiers d'exposants qui se sont engagés, qu'il y aura beaucoup de nouveautés en 2023, et notamment des nouveautés importantes pour les ETA. Donc voilà, donc je dirais que ce qu'il y aura de nouveau, ça sera surtout ça, et on sera heureux que ça soit ça. Parfait. Président Napias, j'ai envie de vous entendre sur ce salon des ETA. La grande famille des ETA va se réunir à l'occasion de ce salon. Grande famille, mais pas que les ETA. Ça représente quoi, au fond, ce salon pour votre fédération ? Ce salon, il amène tout le monde. Il amène les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux ruraux et les entreprises de travaux forestiers de plus en plus. Il amène également une certaine idée du concept de faire l'agriculture aujourd'hui, d'aider le monde agricole à pouvoir avancer. Donc, Tours sera et restera certainement le lieu de rencontre, d'échange, mais également de divers métiers, de diverses positions qui pourront s'affirmer et certainement le partager avec nos clients aussi, puisque la troisième journée sera là-dessus. Donc, moi, je pense que l'évolution que nous voulons apporter à ce salon sera bénéfique pour tout le monde. La dimension innovation est importante aux yeux de la fédération ? Énormément. Le monde bouge, les constructeurs bougent, mais également le profil des entrepreneurs et du monde agricole aussi. Et c'est pour ça que l'innovation, elle peut apporter au sein des exploitations, au sein de nos entreprises, beaucoup plus de sévérité et avec toujours l'objectif de défendre la rentabilité de nos exploitations agricoles, du monde agricole. Donc l'innovation, elle est majeure et merci aux constructeurs d'innover, mais on aura besoin encore d'eux pour pouvoir innover, puisqu'on va de plus en plus vers une évolution des taxes sur l'énergie fossile, donc on espère que les constructeurs évolueront également avec des moteurs qui n'utiliseront de moins en moins l'énergie fossile. Donc, il y a un boulevard pour eux en innovation. Président, vous nous dites que le monde agricole bouge, il évolue. Diriez-vous que les entrepreneurs deviennent de plus en plus des managers ? Les managers, il y en a dans les entrepreneurs, mais il y en a également dans les agriculteurs. Aujourd'hui, le profil de l'agriculteur, il évolue. On aura toujours l'agriculteur qui aime avoir un parc matériel important. Je ne sais pas si c'est pour s'en servir ou pour être sous le hangar, mais toujours est-il, il y a toujours ce concept de matériel important dans des exploitations pour certains exploitants. Mais il y en a d'autres qui ont un profil beaucoup plus perfectionniste et qui ne recherchent pas à avoir un capital de matériel, ils cherchent à capitaliser par rapport à leur exploitation. Et si l'exploitation, c'est la rentabilité, c'est de passer par un prestataire de service, ils n'hésitent pas à prendre le prestataire de service sur l'angle qu'ils veulent pour leur exploitation. Eux, ils ont besoin de gérer, ils ont besoin d'anticiper, ils ont besoin également de chercher le maximum de rentabilité pour exister demain. Le but, il est bien de construire la production agricole française et non pas de
de construire des chapelles dans toutes les exploitations. Je crois que la production agricole doit être maintenue et peu importe de quelle manière elle est maintenue, il faut qu'elle soit judicieuse, mais également au service de l'agriculteur. Et c'est pour ça que les ETA, les prestataires des services que nous sommes, nous devons également suivre et répondre à cette demande qui est de plus en plus importante. Merci beaucoup Gérard Napias. On va ouvrir le deuxième volet de notre discussion, messieurs, si vous le voulez bien, en s'intéressant à l'étude commandée par la société MDA. Il s'agit d'un focus 2023 sur les ETA. Qui sont-ils? Quelles sont leurs activités, leur processus d'achat? On voit ça avec vous, Arnaud Poncelet, avec quelques slides. En quelques mots, d'abord, rappelez-nous quels sont les objectifs et la méthode retenue. Bien. Alors, je vous remercie. Les objectifs, finalement, vont être traités en 3 chapitres. Un premier objectif est de dégager les profils, découvrir les ETA, précisément dans un monde qui est en évolution, faire une image, un point d'arrêt, c'est tout à fait intéressant. Le deuxième objectif sera de caractériser leur processus d'achat. Et enfin, nous allons faire un focus sur les prestations A à Z ou full service ou prestations complètes qui nous intéressent toujours davantage. La méthode, c'est une méthode éprouvée qui comporte 200 interviews réalisées au téléphone, donc c'est un CATI. Chaque interview est calculée sur une moyenne de 20 minutes. Et le recrutement se fait à partir d'un fichier national de qualité qui représente l'ensemble de l'univers. Donc, tirage aléatoire dans ce fichier, c'est nous assurer que les résultats seront représentatifs. 3 régions, nord-ouest, sud-ouest, nord-est, qui sont prises en compte, et un ensemble de tris de segments qui seront étudiés, pertinents, qui permettent de mettre en avant des différences par rapport à l'une ou l'autre de ces sous-populations. Donc le segment de l'activité d'exploitant agricole, l'âge évidemment, les types de travaux qui sont réalisés, le salariat, important, les prestations complètes, donc le A à Z, et puis aussi le niveau de chiffre d'affaires. Alors Arnaud Poncelet, qu'est-ce que vous avez appris sur les entreprises de travaux agricoles en 2023 ? Qui sont ces entrepreneurs et comment les définissez-vous ? Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur, c'est une population aujourd'hui qui est en rajeunissement. Ça, c'est très très intéressant. En agricole, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe généralement, mais sur cette étude, on est sur un âge moyen de 46 ans. C'est donc le premier tableau qui se trouve à gauche, alors qu'il y a 10 ans, on était plutôt à 49 ans. Donc on a vraiment un rajeunissement. On a des entrepreneurs qui sont de plus en plus formés, puisque si on compare 2013 à 2023, par exemple, BTS, on passe de 17 à 25%. À l'opposé, CAP, BEP, BEPA, on passe de 55% à 27%. Donc on a vraiment une population qui se forme et qui avance dans la connaissance des questions liées à l'agricole. Et en fait, enfin, l'expérience professionnelle qui reste relativement stable, alors que la population se rajeunit. On note quand même une différence, puisqu'on passe de 22 ans à 19 ans. L'ETA, c'est une entreprise, c'est une activité qui est rattachée à l'exploitant, à l'activité d'exploitant agricole. Donc la question a été de savoir, finalement, dans quelle proportion les ETA ont une activité d'exploitant agricole. 2/3 des ETA, j'arrondis les chiffres, ont une activité d'exploitant agricole. Ce qui est notable, c'est que déjà en 2013, on était quasiment sur ce niveau de 2/3.
Si on regarde le pendant de la population, c'est-à-dire la population agricole, dans la population agricole, on a 10% des exploitants agricoles qui trouvent dans l'activité de TA une source de diversification. Donc, on est sur une activité de service agricole qui est enracinée dans l'exploitation agricole, mais qui est en train d'évoluer vers un entrepreneuriat plus indépendant, plus coupé de l'exploitant agricole. Observons maintenant les domaines d'activité de l'ETA. Un premier graphique à gauche qui illustre bien que les travaux agricoles pour les ETA, c'est l'activité la plus représentée, et ce de manière stable, puisqu'on est actuellement à 90%, on était à 88% en 2013, à la marge d'erreur près, on peut dire que c'est stable. On voit aussi, et ça c'est intéressant, une diversification vers d'autres activités. L'entretien d'espaces ruraux, travaux publics, travaux forestiers, transports, travaux vitiarbaux. On note qu'en 2013, toutes ces activités étaient autour de 1 à 4%, grosso modo. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus significatif. Donc c'est un élément intéressant à prendre en compte. Quand on regarde l'importance des travaux agricoles dans l'activité de TA, on est là aussi sur quelque chose qui est stable. 52% en 2013, 52% aujourd'hui. Si on focus les travaux agricoles qui sont réalisés par les ETA, donc on descend d'un cran, on regarde seulement les travaux agricoles, eh bien on note qu'il y a assez peu d'évolution en 10 ans, que l'activité récolte, elle reste toujours à un haut niveau, et puis finalement à un niveau qui est stabilisé, et que, bon, aux petites modifications qu'on peut observer, quelles que soient les activités, on est sur les mêmes chiffres. Un point important, le salariat au sein des ETA. On a une évolution qui est très nette d'une augmentation du nombre de salariés au sein des ETA. 2013, 3 salariés, 2019, 4 salariés, et aujourd'hui, 2023, en moyenne, donc plus de 5 salariés. Donc on a vraiment, c'est un élément très très intéressant à prendre en compte dans la connaissance des ETA, très important, parce que finalement, on a des acteurs qui, d'un statut de gestionnaire de solutions techniques, ajoutent actuellement des compétences de manager de ressources humaines. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Avec une notion de salarié permanent, une notion de saisonnier. Intéressons-nous au niveau d'activité, au chiffre d'affaires. Dans la suite logique finalement de ce qui vient d'être découvert, on a des chiffres d'affaires qui sont disparates, puisqu'on a quand même des chiffres d'affaires à moins de 250 000 pour 35%, mais on a 13% qui ont plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc on voit très bien que, là encore, on a l'illustration d'une population, d'une activité qui est administrée par une population qui n'est pas homogène. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, Arnaud ? Oui, alors, dans la suite logique de tout ça, je dirais qu'on a deux modèles aujourd'hui. On a l'agriculteur, enfin le modèle de l'agriculteur qui est autant agriculteur que TA. Bon, statut qu'on peut penser temporaire, qui va être conduit à évoluer, soit vers le deuxième profil, soit à disparaître. Et on peut trouver toute une multitude de raisons qui font qu'il n'y a pas le choix. Il y a trop de contraintes qui vont arriver, qui vont se greffer, qui font qu'il y a nécessairement une direction à prendre pour un chef d'entreprise aujourd'hui par rapport à son activité ETA. Le deuxième profil, ce sont de véritables entrepreneurs, gros employeurs, et donc confrontés aux contraintes et exigences entrepreneuriales, tournés vers le développement de leur activité, donc qui ont aussi le souci
de développer leur activité, qui sont des acteurs incontournables de l'agriculture, à la recherche de diversification, tournés vers d'autres activités. Avant de poursuivre, j'indique aux internautes qui nous suivent, aux journalistes, de ne pas hésiter à nous envoyer leurs questions, leurs réactions à la suite de tout ce qui s'est dit depuis le début et sur cette étude intéressante et essentielle. On va parler des services agricoles qui sont portés par les ETA, qui nécessitent forcément une mécanisation importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce sujet, Arnaud ? Alors l'étude du processus d'achat passe en premier lieu par la source d'information, la source de conseil dans un processus d'achat, vers qui se tourner, où trouver de l'information crédible. Aujourd'hui, finalement, on a deux types de sources principales. Un premier lot de sources qui est constitué par les concessionnaires, les constructeurs, les collègues et les salons professionnels. Ces 4, sources étant citées par, on va arrondir, autour de 70% des répondants. C'est assez homogène. Et on a un deuxième lot qui est un petit peu en retrait, Internet et la presse professionnelle. Donc quelque part, une recherche qui s'articule vers des sources de type communication et vers des sources de type professionnel, relationnel. Voilà. Si on fait un petit focus sur Internet, Internet, pour 50%, c'est les moteurs de recherche, certainement Google en tout premier, la vidéo, les vidéos, les sites web professionnels agricoles, les sites de constructeurs, les réseaux sociaux et la Fédé. Et quand on regarde, si on fait un focus sur les sites web professionnels, AgriAffaires qui arrive devant avec 44%, Internet 31%. Donc on a quand même un site qui tire vraiment tout pour lui, et puis derrière, un ensemble d'autres sites qui sont à des niveaux intéressants, puisqu'on est quand même sur du 20, 25, 30%, donc ce n'est pas négligeable. Mais on a quand même un site qui tire les consultations sur Internet. L'autre aspect du processus d'achat, le cycle d'achat. Bon, eh bien, c'est très très clair que la période octobre et même novembre, décembre, janvier, février aussi, c'est la période essentielle. C'est là où quasiment tout se joue. Et je souligne autant en réflexion, on pourrait se dire la réflexion anticipe et se passe à un autre moment, mais non, autant en réflexion qu'en commande. Ça, c'est peut-être un petit peu différenciant par rapport à d'autres secteurs. Processus d'achat, le mode de financement. On s'est focalisé sur l'achat du matériel agricole neuf. On a finalement trois sources. L'achat classique pour 81% au cours des 3 dernières années. On a focus sur les 3 dernières années. L'achat classique, tout ce qui est location, alors que ce soit chez un concessionnaire, chez un loueur professionnel type Black Sam, chez un confrère, ou alors entre professionnels sur un site. La location aujourd'hui, ça concerne 41% des ETA. C'est là aussi peut-être un enseignement intéressant à noter et nouveau. Et le leasing en 3e position, finalement, à 35,5%, mais qui est quelque part légèrement rétrogradé. On évoque les acheteurs de matériel agricole neuf, peut-être ? Oui. Donc, ce graphique pour nous présenter la proportion d'acheteurs par catégorie de matériel. Donc, en premier lieu, c'est effectivement le tracteur de forte puissance, les outils de travail du sol, le semoir, la moissonneuse, qui arrive en 4e position,
donc pulvérisateur et puis un ensemble de matériel. Bon, il suffit de lire la diapositive et vous trouverez l'ensemble la position des différents types de matériel. On va focuser sur les tracteurs de forte puissance pour illustrer les tendances qu'on a notées dans finalement toutes les catégories de matériel étudié. On en étudie une douzaine. On ne va pas les passer tout en revue, donc on va simplement regarder sur tracteurs de forte puissance ce qui se joue. Les tendances qu'on observe sur tracteurs, on peut les appliquer sur quasiment, et même sur la douzaine de types de matériel qu'on a étudiés. Bon, vous avez sur le premier graphique en haut le pourcentage d'utilisateurs en achat neuf, donc on est à 89,5%, donc ça concerne quasiment les 200 ETA qui ont été interviewés. Et si on regarde la proportion des utilisateurs qui ont réalisé un achat, qui réalisent un achat une fois tous les 5 ans ou plus souvent. Donc on se concentre sur le cœur de cible, parce qu'effectivement, dans la population des tracteurs de forte puissance, il y a aussi une partie d'ETA qui n'est pas du tout dans ce schéma, qui est sur un rythme de renouvellement qui est beaucoup, beaucoup plus long. Donc, mais là, sur le cœur de la cible, on s'aperçoit de 3 choses. Une intention d'allonger les durées d'amortissement. Ça, c'est essentiel et ce n'est pas négligeable. On est autour, si on regarde toutes catégories confondues, on est à 35%. Là, sur tracteur, on est à 36%. Donc, vous voyez un petit peu les choses. Ce n'est pas négligeable. C'est certainement à mettre en relation avec les conditions économiques actuelles, l'environnement, la difficulté qu'on peut rencontrer. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être conjoncturel, mais en tout cas, c'est ce qui a été observé cette année. Le prochain renouvellement, vous avez pour cette année 14% des répondants qui ont un projet, 18%, 19% presque dans un an. Donc on voit très clairement que c'est peut-être compliqué, mais il y a un vrai dynamisme dans ce secteur et que ça reste quand même un secteur moteur. Mmh. Et quand on regarde en quoi va se faire le renouvellement, le prochain renouvellement, on voit que Occasion est quand même à 15%. Et on voit apparaître la location à 3% sur les tracteurs. La location ne concerne pas tous les matériels. La location, ça n'intéresse que les ensileuses, les presses, les faucheuses et les moissonneuses, et le tracteur, évidemment. Pour les autres types de matériel, on ne parle pas de location. Donc voilà un petit peu, je dirais... Alors avant de faire un focus pièces détachées et pièces d'usure, un mot sur les outils de travail du sol, peut-être Les outils du travail du sol, comme les semoirs, s'inscrivent vraiment dans la tendance observée sur tracteur. Bon, je pense qu'on va passer directement sur les pièces détachées, pièces d'usure. Donc les pièces détachées, les pièces d'usure hors contrat de garantie, aujourd'hui, la source principale d'appro, c'est le concessionnaire de matériel agricole, pour 93%. Également, pour 2/3, se tourner vers le fournisseur spécialisé type Landa, Granit, Cramp, directement chez le constructeur de la machine concernée pour 52%, et aussi sur plateforme web type Agriconomie ou autre, pour 1/3. Donc on a aujourd'hui un univers pièces détachées, pièces d'usure, multi-entrées, et on peut imaginer que le concessionnaire bataille certainement pour garder ses positions. En tout cas, il y a de la concurrence. Alors que faut-il retenir, Arnaud, à ce stade de l'étude ? Alors, ce qu'on peut retenir, le rôle essentiel des concessionnaires dans le cadre de renouvellement de machines agricoles, les constructeurs, les collègues, bon, ça c'est
c'est très très intéressant. Tout près aussi, les salons professionnels, c'est indéniable. Le financement, on voit qu'on est sur des schémas classiques pour la plupart du temps, mais on voit apparaître la location, qui est un vecteur significatif aujourd'hui. Bon, je dirais que la durée d'amortissement, c'est aussi qui va s'allonger, c'est essentiel. L'occasion aussi, la place de l'occasion est significative. Donc voilà un petit peu l'essentiel. Abordons le dernier point de cette étude. Parmi l'offre de services ETA traditionnels est apparue depuis quelques années une offre de prestations complètes, encore appelée full service, vous en disiez un mot tout à l'heure. Il s'agit de prendre en charge l'ensemble des travaux agricoles d'une exploitation, depuis la mise en place du semis jusqu'à la récolte. Qu'est-ce que vous avez observé à ce sujet, Arnaud Poncelet? Alors, la première question, c'était finalement que représentent ces ETA à prestations complètes au sein de l'ensemble des ETA? Eh bien, aujourd'hui, cette étude confirme finalement qu'il y a une forte implantation, puisqu'on est à 50% des répondants qui nous annoncent des prestations complètes au sein de leur entreprise. Ce pourcentage était déjà de 34% en 2013 et monté à 54% en 2019. Bon, aux marges d'erreur près, on peut penser qu'on arrive à une stabilisation de la part des ETA qui réalisent des prestations complètes. Ces prestations complètes, aujourd'hui, pèsent 43,5% dans leur chiffre d'affaires. C'était 32% en 2019, c'était 25% en 2013. Donc on a, a priori, une stabilisation de la part d'ETA qui réalisent cette prestation, mais au sein de ces ETA, le niveau de prestations rattachées, le niveau de chiffre d'affaires rattaché à ces prestations est en progression. Avec des différences significatives, on s'aperçoit que ça concerne essentiellement les moins de 50 ans, qui ont une activité d'exploitant, évidemment, qui ont 2 salariés ou plus, qui ont des chiffres d'affaires de plus de 500 000 euros et qui sont plutôt plus localisés dans le Nord-Ouest. Et pour ce qui est des prestations complètes et intrants, Arnaud Poncelet? Alors, question très, très intéressante, parce que finalement, prester, jusqu'où prester? Et quand on parle d'une prestation complète, on peut se poser la question, et les intrants? Comment les choses se passent au niveau des intrants? Ce qu'on observe, ça c'est quand même intéressant, c'est que, en fait, finalement, on a 3 strates. On a 13% des ETA qui choisissent et décident. On en a 32% qui conseillent l'agriculteur, qui discutent, qui partagent, mais l'agriculteur décide. Et puis on a 55% qui prestent selon les directives du client, donc qui n'ont rien à voir dans les intrants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Et en termes de choix des intrants, que ce soit en termes de produits ou d'aspect réglementaire, c'est la COP Négoce qui est le référent pour l'ETA, à 75%. Pour ce qui est des prestations complètes et de l'agronomie, Arnaud? Alors c'est une question aussi, une bonne question qui est apparue, c'est-à-dire que finalement, pour réaliser des prestations complètes et porter des prestations complètes, sur quelle connaissance agronomique s'appuie-t-on? Y a-t-il un besoin d'appui, de soutien en termes de connaissances agronomiques chez les ETA? 80% des ETA, donc qui réalisent des prestations complètes, se disent aptes à porter les questions agronomiques dans leur domaine d'intervention, évidemment. Mmh. Donc on est sur des entreprises qui manient,
qui ont vraiment en main les connaissances, qui sont ouverts à la discussion et qui ont les ressources outils et aussi les ressources humaines. Donc, prestation complète, ça a vraiment un sens. Et si on se projette un peu, quelle évolution attendre? Quid des prestations complètes demain, Arnaud Poncelet? Alors, on peut penser qu'il y a une double tendance qui se dessine. Quand on regarde le tableau de gauche, on s'aperçoit que parmi ceux qui réalisent des prestations complètes, donc la centaine de répondants, vous en avez 41% qui sont dans une logique et qui pensent se développer. Donc qui ont une attente élevée de développement en full service. Si on regarde au contraire ceux qui n'en font pas aujourd'hui, on en a très peu, puisqu'il y a 1% qui ont vraiment intention d'aller vers un projet de prestation complète. Ce que je pense pouvoir démontrer par ces deux diapos, c'est qu'en fait, on a une fréquence d'ETA qui propose des prestations complètes qui est en train de se stabiliser. On l'a déjà vu auparavant dans d'autres diapos. Avec un niveau d'activité qui va monter. Donc on peut penser que demain, on va avoir une strate d'ETA qui va se spécialiser, qui pourrait se spécialiser sur le full service. Avant vos propos conclusifs, Arnaud Poncelet, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette offre full service? Alors, je dirais que cette offre full service, on est sur des choix, alors je vais redire un petit peu ce que j'ai dit, mais on est sur on est au carrefour de différents segments. D'abord, elle est évolutive. Les choses sont en train de se dessiner. L'agriculteur peut trouver dans cette offre ou bien un prestataire qui peut prendre en main, y compris les décisions de parcours culturel, d'intrants et autres, ou bien un prestataire qui peut jouer un rôle de prescripteur, ou bien un prestataire qui est simplement prestataire et qui finalement suit ses directives. Donc on est sur une offre qui est ouverte et qui donne le choix à l'agriculteur. C'est, à mon sens, très intéressant. Un agriculteur, il a des besoins complètement différents selon qu'il est jeune agriculteur ou selon qu'il est en fin de parcours. Disons qu'il y a une multitude de situations d'agriculteurs. Et aujourd'hui, l'ETA en prestation complète, ça peut apporter une réponse à toutes ces situations. Ça, je pense que c'est l'essentiel. Après, non, c'est l'essentiel et je crois qu'il faut en rester sur cette idée. Arnaud Poncelet, pour conclure sur cette synthèse que vous avez réalisée de cette étude, est-ce qu'on peut dire que l'activité d'ETA se dessine à travers 3 modèles? Oui, tout à fait. La question initiale était finalement qui sont les ETA en 2023. Cette étude permet de classer l'activité ETA selon 2 plus 1 modalité. La première modalité, c'est une ETA qui est autant agriculteur qu'ETA, donc un statut temporaire, on a vu, et qui finalement n'a que possibilité d'évoluer ou de disparaître. Une deuxième modalité, ce sont de véritables entrepreneurs, donc grands employeurs avec toutes les contraintes de l'entrepreneurial. Et puis la troisième modalité, c'est ce nouveau développement du full service, donc qui est peut-être le tournant de demain. Et chacune de ces activités ont pour chacune des attentes, des besoins qui sont propres, qu'il faut bien discerner si on veut bien les servir. Merci beaucoup Arnaud Poncelet pour cette présentation. Gérard Napias nous écoutait très attentivement et on a envie de le faire réagir. Quelle lecture vous faites, vous, Président, des résultats de cette étude ?
je suis besoin de contredire les propos de M. Poncelet, puisque nous avons un panel d'ETA qui sont de plus en plus jeunes, qui sont innovants et qui répondent à une demande. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous faisons de la prestation de services, nous répondons à une clientèle qui évolue et qui cherche peut-être, je le disais tout à l'heure, autre chose dans le lien de la prestation. Oui, il y a une grosse partie des prestations qui sont totales, soit liées à l'agriculteur, soit liées au propriétaire foncier, il ne faut pas l'oublier. Et derrière, nous avons des entreprises qui sont à la carte et qui répondent à une demande particulière de tel ou tel agriculteur qui ne souhaite pas investir ou qui n'a pas le temps également de faire cet acte de travail. L'étude le montre la réalité du terrain. Lorsqu'on parle qu'on cherche à amortir sur un plus grand nombre d'années, c'est surtout lié au coût du matériel qui a explosé, avec certes des équipements nouveaux, des équipements utiles, certains peut-être un peu moins, mais cela fait que le matériel a des coûts importants et de les rentabiliser comptablement parlant ou également les rentabiliser par rapport à la longueur de vie de ce matériel, il est important maintenant de passer de 5 à 6, 7 ans d'amortissement et c'est dans toutes les logiques. Et au bout de 7 ans, le matériel, il est toujours viable et toujours peut être employé et même repris par d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est des points. La jeunesse qui est apportée dans l'étude qui a été réalisée, certes, elle fait partie du renouvellement du monde agricole et on retrouve le même panel dans les agriculteurs. On a des jeunes qui s'installent et qui prennent 2 ou 3 exploitations qui se retrouvent avec une plus grande exploitation. C'est-à-dire que la surface à traiter est sensiblement la même. Alors, là, il y a des régions de France, bien sûr, où il y a un peu d'abandon, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Mais derrière, il ne faut pas penser que le changement de génération entraînerait des pertes d'exploitation. Il y a un regroupement qui se fait, mais la marge de manœuvre autre, elle est minime. Par contre, l'appel à la prestation, on ne fait que répondre à une demande. Je ne vois pas l'entrepreneur qui prend sa sacoche et qui fait le tour des agriculteurs pour vendre sa prestation. Bien entendu, cela se fait, mais c'est surtout le contact, le lien, la convivialité que l'on peut retrouver entre l'entrepreneur et l'agriculteur qui fait que le développement de la prestation de services s'exerce aujourd'hui. Merci, Président. Je vais vous donner la parole dans quelques instants pour le 3e volet de notre discussion. Je précise que dans moins de 10 minutes, j'ouvrirai une fenêtre d'échange avec vous, les internautes journalistes connectés. Les questions, vos contributions sont très nombreuses. On va avoir un bel échange avec nos invités en plateau et avec le Président Napias. Et justement, en lien avec cette étude dont on vient vous présenter les principaux enseignements, on va faire un gros plan sur cette loi d'orientation et d'avenir agricole. Cette loi sera finalisée et proposée à la discussion parlementaire à la rentrée d'octobre 2023. Gérard Napias, quel a été l'apport de la fédération, de votre fédération, sur les travaux de cette loi ? Je pense que dans cette loi, nous devons continuer à y travailler. Nous devons essayer de faire entendre le fait que la prestation de services n'était pas un tabou et n'était surtout pas quelque chose qui était contre l'installation des jeunes. Très souvent, je vois des jeunes dans le milieu agricole qui me disent « Moi, je préfère mieux travailler avec
une entreprise là-dessus et une autre entreprise là, sur un autre travail que d'avoir du matériel, certes, fortement aidé dans l'acquisition, mais qui ne trouve pas sa rentabilité au sein de l'exploitation. Le jeune agriculteur cherche également donc à trouver des supports et des aides par la prestation de services vis-à-vis des États. Bien entendu, il a d'autres moyens d'avoir sa prestation, mais le recours à l'entrepreneur est évident. Et dans la loi, il faut qu'on puisse continuer à travailler là-dessus. L'entrepreneur de travaux agricoles ne cherche pas à déstabiliser la réalité de l'installation ou la réalité de l'exploitation agricole niveau ferme France. Au contraire, il veut mettre sa brique et construire ensemble le monde agricole. Dans cette loi, il ne faut pas non plus montrer du doigt tout ce que l'on peut apporter. Il y a quelques études qui ont été déterminantes là-dessus, et vous parliez tout à l'heure de l'étude de M. Pursec, mais il y en a d'autres qui montrent que l'apport que nous pouvons faire permet à certaines exploitations d'avoir plus de marge économique dans leur bilan d'exploitation. Ça aussi, c'est important. Un bilan économique favorable, mais également une vie sociale différente au sein de son exploitation. Aujourd'hui, et on le sait, mais on le voit dans le métier des entrepreneurs, l'agriculteur comme l'entrepreneur regarde un peu plus sa vie familiale et cherche également à pouvoir s'assouvir et être dans une vie de famille tout à fait normale. Et là, la complémentarité que nous pouvons apporter, elle est évidente. Et c'est pour ça que la loi ne doit pas se fermer sur des histoires idéologiques, elle doit s'ouvrir au contraire sur la situation réelle que vivent les agriculteurs et que les entrepreneurs essaient d'aider à leur sortir de leur ferme. Président, d'un mot, puisque cette loi est encore au stade de l'écriture, est-ce que vous vous sentez suffisamment entendu par les pouvoirs publics ? Les pouvoirs publics ont la facilité de dire oui, on vous entend, on vous comprend, mais il y a toujours un mais après en disant mais il y a cela, il y a autre chose. On peut le comprendre. Notre capacité de conviction, elle est totale, elle est intacte, et nous continuons à dire que l'OTA, la prestation de service, est une facilité énorme pour que l'agriculteur puisse s'en sortir. Comment peut-on penser que de continuer à mettre du matériel sous le hangar, divers et variés, puisse être rentable dans les petites exploitations? Ce n'est pas possible. Il faut trouver des solutions pour pouvoir leur apporter ce service qu'ils n'ont pas. Et nous avons ces solutions-là, puisque nous, le métier d'entrepreneur, c'est quoi? C'est un homme, une machine et un savoir-faire. Et cela, depuis la formation que nous menons de nos salariés avec des cursus comme le TGC, ETA, comme un tas de formations qui sont dans le giron de nos écoles, nous faisons le maximum, nous, entrepreneurs, managers également d'entreprise, pour pouvoir apporter le top dans le service que nous faisons. Merci Gérard Napias. Je vais vous donner la parole dans pas très longtemps, puisqu'on va ouvrir maintenant une large fenêtre de questions avec nos invités en plateau, vous Gérard Napias en visio et les journalistes connectés. Et voici la première de ces questions qui nous est parvenue pour vous, Président Napias. Quelle est la position de votre fédération sur le GNR, le gaz non routier ?
J'ai interpellé Monsieur le ministre de l'Agriculture, hein, pas plus tard que vendredi matin, dans le cadre du salon forestier Euroforest en Bourgogne. J'étais étonné, ou du moins il s'est étonné que je lui pose la question, puisqu'il s'était dit qu'il cherchait 300 millions d'euros et qu'il allait taper sur le GNR. Ces excuses, on peut les entendre. Ces raisons, on peut les comprendre. Mais toujours est-il que tout à l'heure, ça va être une charge supplémentaire dans la ferme agricole. Qu'elle soit supportée par l'agriculteur, qu'elle soit supportée par l'entrepreneur, qu'elle soit supportée par d'autres structures qui sont dans le monde agricole, et d'un, il faudra qu'elle soit supportée par tout le monde et non pas les uns et pas les autres. Ça sera important. Mais de deux, il ne va pas falloir le faire d'une seule traite. Bien entendu, nous nous y opposerons, nous freinerons au maximum. Mais comme je le disais tout à l'heure avec nos constructeurs, il est important également que le ministère, enfin, le président Macron a dit on met 2 milliards aux avions pour qu'ils soient de plus en plus verts. Bien, qu'ils mettent de l'argent également avec les constructeurs pour qu'ils nous sortent du matériel qui soit de plus en plus vert. Puisque nous, sans GNR, sans carburant, on ne peut plus avancer. Et bien que l'on fasse dans les milieux forestiers du bois énergie, on ne va pas se mettre une remorque derrière et faire tourner des tracteurs comme cela se passait il y a 100 ans avec les machines à vapeur. Donc, faisons attention de ne pas taxer avant d'avoir trouvé des moyens de diversification et d'autres matériels. C'est pour ça que les constructeurs, il est important que l'on travaille avec eux. Il y a quelques idées qui sont en place. Il y a quelques constructeurs qui ont avancé. Mais comme on sait, nous, on a du matériel qui peut consommer 1000 litres de GNR par jour. Eh bien, je ne sais pas si on a du matériel qui pourra avoir des batteries aussi importantes pour tenir cette journée. Ça aussi, c'est la recherche qui nous l'apportera. Donc, la taxation, on se sent pénalisé par rapport aux efforts que nous avons faits, parce que des efforts de conduite et de gestion d'utilisation de carburant, nous en avons fait énormément, et les constructeurs ont également baissé certaines consommations. On a besoin de travailler encore là-dessus. Nouvelle question des internautes, je vous la soumets et on reste sur le sujet des charges et des matériels, si vous le voulez bien, des matériels plus chers, des salariés plus nombreux. Comment évolue la part respective de ces deux postes dans les charges des ETA? Qui se saisit de cette question? Frédéric Jean peut-être, ou président Napias? On va laisser Frédéric. Allez, Frédéric Jean, en tant que président de l'Union régionale des entrepreneurs de territoire de Bretagne, on vous écoute. En pourcentage, je les aurais certainement pas. Par contre, c'est vrai qu'en matière de salaire, on a pu voir d'ailleurs dans l'étude qu'on a une augmentation en fait, donc, du nombre de salariés. On a aussi une augmentation en matière de prestations. Par contre, on a aussi du matériel qui est beaucoup plus performant, qui est hyper connecté. Mais c'est vrai que cette charge est forcément importante. Le matériel plus cher, alors là c'est vraiment le sujet du moment. Donc on a pu s'apercevoir là toujours dans votre étude que en fait on va porter non plus sur 5 ans, mais jusqu'à 7 ans ces charges d'investissement de matériel. Et puis surtout, on a une grosse inquiétude quand même sur le fait de pouvoir investir dans ces matériels qui ont pris 30, 40, 50% parfois en matière de valeur d'achat. Donc c'est vrai que derrière, par rapport à ces deux charges, surtout, c'est de ne pas oublier aussi de les reporter au niveau de nos tarifs, etc. Et puis, on a forcément de grosses inquiétudes par rapport à cette inflation qui a l'air de se calmer, mais qui continue en matière de matériel agricole.
On m'a évoqué dernièrement pour du matériel de récolte, encore 8% d'augmentation sur les temps prochains. Président Napias, il y a un complément de réponse sur cette même question? Oui, Frédéric a bien abordé le sujet. Le matériel plus cher, eh bien, il faut qu'on arrive à amortir sur un peu plus d'années, gagner 1 ou 2 années supplémentaires. Ça nous permettra d'étaler. Et ça, je l'ai dit au début de mes propos. Le deuxième poste, c'est les salaires à l'échelon social. Et bien entendu, il a fallu suivre cette progression, puisque nos salariés, nos équipes, eh bien, il faut qu'on soit reconnaissant envers eux et surtout se les garder, parce que des fois, ils font des envieux pour d'autres collègues, il faut se le dire la vérité. Et nous avons augmenté nos charges salariales, bien entendu, pour pouvoir garder ces équipes. Et le troisième point, bien entendu, c'est le carburant qui va encore. Alors, on était content que ça baissait et tout ça, puis maintenant, on va être surtaxé et on va revenir à des niveaux qui seront ingérables. Donc, dans la gestion de nos propres entreprises, et c'est là, on parle de notre gestion, eh bien, il va falloir répercuter raisonnablement ces coûts. Des progressions ont été faites au moment de la Covid, et je crois qu'il va falloir maintenir cette surveillance et de coller à ces augmentations de frais avec des augmentations de nos facturations. Les agriculteurs s'y attendent, notre clientèle le comprend, mais nous ne devons pas faire l'impasse si nous voulons exister demain avec du matériel qui est renouvelé et des personnels compétents. Merci. Un tout dernier mot sur ce sujet, Frédéric Jean. Oui, j'ai quelques informations supplémentaires, mais c'est vrai que pour 2022, en matière de machines, c'est 23% donc, d'augmentation, et pour ceux qui ont des salaires, 8%. Moi, j'ai fait le constat chez moi sur la dernière augmentation de salaire. Ça impliquait pour moi une augmentation de 3,5% du chiffre d'affaires pour compenser simplement. Donc, toute l'importance de bien le reporter. Et puis, c'est vrai qu'au niveau salaire, il y a une chose qu'on demande nous aussi, c'est par rapport au TODE, travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, c'est en fait qu'on dispose, comme l'agriculteur, de ces exonérations de charges pour un travail d'ailleurs identique. Et puis, bien sûr, il y a toujours le danger GNR aussi, où les fluctuations, on se doit d'indexer en fait ce prix sur nos tarifs de prestation également. Alors, une interrogation assez que je vous livre directement dans ces questions des internautes. Le vol de matériel, point d'exclamation, point d'interrogation. Gérard Napias. Le vol du matériel, le vandalisme, il n'est pas tolérable. On a eu dans les Pays de Loire, dans un département qui a été fortement touché par les vols de GPS, une manifestation qui a été difficile à gérer. Alors, tout le monde est venu, c'est sûr. Mais quand on regroupe du monde, il faut pouvoir les maîtriser par la suite. Et j'ai peur qu'à force de tirer sur la ficelle, elle casse et qu'on ait un accident très grave suite à ces vols et à ces vandalismes qui sont en général impunis. Nous devons, avec les gendarmeries, avec la justice, travailler un peu plus étroitement pour pouvoir éviter ou contrôler tous ces lieux où il y a des dégradations de fait. Que cela soit dans le milieu agricole ou dans le milieu forestier, nous supportons de moins en moins le vandalisme et les vols dans nos chantiers. Et la réaction d'un entrepreneur ou de quiconque qui est cambriolé une fois, 2 fois, vandalisé une fois, 2 fois, 3 fois, elle peut être incontrôlable un jour si rien n'est fait. Et là, j'ai fortement des craintes par rapport à cela.
Ce sujet, Président, a été abordé dans vos discussions sur le projet de loi orientation avenir agricole. Est-ce qu'il est pris en compte? Non, pas dans les projets de loi d'orientation agricole. Nous avons des rendez-vous qui vont se prendre et qui ont été demandés à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Agriculture. Ce sont des points que j'ai abordés avec Marc Fesneau la semaine dernière aussi. Nous devons continuer à travailler. Dans les Landes et en Gironde, où on avait eu une série de vandalismes, on a fait une convention avec la gendarmerie, mais il y a d'autres départements qui certainement l'ont fait aussi, qui permet d'avoir des visites ou des circulations un peu plus ciblées sur certains endroits pour nos gendarmes. Je sais qu'ils veulent faire le maximum, mais le cadre d'intervention, il est tellement serré et à faire attention pour ne pas avoir de mauvaises réactions qu'il faut faire fortement attention. Moi, je vois Frédéric était peut-être dans la manifestation de la semaine dernière et chapeau à ceux qui l'ont lancé parce qu'il a fallu maîtriser tout ce monde de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité. Après, plus ça va, on nous prend des affaires, on nous vandalise, ça arrête le matériel. On a des textes de loi comme le 411.1 qui va nous limiter de travailler, que ce soit en forêt ou en agriculture, dans 2, 3 ou 4 mois. On a le risque incendie en forêt qui se met de plus en plus à regarder, ou on se met de plus en plus à regarder, d'interdire le travail en forêt en certaines périodes. Mais les traites, elles arrivent, on a vu les emprunts qui sont faits pour le matériel. Les traites, elles arrivent tous les mois. Comment on va faire si on est arrêté de par tous les éléments que nous venons de parler et qu'on ne puisse pas exploiter notre matériel au maximum pendant les périodes où il faut l'utiliser? On devient de plus en plus tributaire et des incivilités, mais également des textes de loi qui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de sens, mais derrière, il faut arriver à trouver des bons consensus. C'est vraiment un problème et c'est là-dessus que nous allons continuer à travailler. Merci beaucoup, Président Napias. Nouvelle question des internautes, les voici. Pourquoi rajouter les ETF, les entrepreneurs de travaux forestiers, maintenant pour le Salon des ETA, Frédéric? Alors, la forêt, c'est déjà un secteur qui était présent de façon assez importante dans le salon, notamment à travers les fournisseurs de bois énergie. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire venir, de communiquer beaucoup plus massivement sur les ETF? Il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'en allant vers Tours, on se rapproche de zones forestières, et donc il y a un certain nombre d'ETF qui peuvent être intéressés. Je rappelle quand même que dans nos bases de données, donc on a un certain nombre d'éléments qui sont soit déclaratifs, mais sur lesquels quand même on peut s'appuyer depuis de nombreuses années, puisque ça fait longtemps que ces statistiques existent. En gros, 20% des ETA du Grand Ouest, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, ont une activité forêt. Donc c'est déjà quelque chose de présent. Mais là, on s'est dit qu'il y avait une opportunité. Et cette opportunité, elle a été renforcée par le fait qu'en discutant avec la fédération la FNEDT étant aussi le syndicat des ETF, on s'est dit qu'il y a peut-être une opportunité pour développer ce marché sur le salon. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un focus plus important sur la forêt et on espère que de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers viendront au salon en 2023. Très bien. 2-3 questions encore à vous soumettre avant de conclure. La voici celle-ci. Quel est le regard des ETA sur les robots? Frédéric Jean. Les robots, sans y avoir déjà complètement à faire, on l'a déjà en partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait du GPS RTK, par exemple, sur nos tracteurs, lors d'un semis, on a le tracteur qui va seul d'un bout à l'autre du champ, et ce, aujourd'hui, avec une précision de 2 cm. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'en maraîchage, on les voit déjà arriver, c'est déjà beaucoup plus développé. C'est Nano, par exemple, qui a été expérimenté d'ailleurs pas très loin de chez moi. Et c'est vrai que forcément, demain, l'avenir se fera aussi avec ces robots, plus ou moins gros certainement, et ils auront aussi leur place dans nos entreprises, tant on est facteur de mutualisation.
c'est forcément de l'achat important, enfin, des prix importants d'achat. Et derrière, on sera là encore, nous, entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, pour mutualiser l'achat auprès de nos clients agriculteurs. Président Napias, en quelques mots, on parlait innovation et nouvelles technologies tout à l'heure. Oui, mais la robotique est déjà marquée, comme le disait Frédéric. Et moi, je connais des entreprises qui sont un peu plus dans le maraîchage ou dans les cultures légumières de plein champ, qui de plus en plus utilisent la robotique, et pour résoudre le problème de main-d'œuvre, mais également pour prouver que là aussi, les constructeurs ont innové et sont de plus en plus performants sur ce genre de travaux. Et on le verra certainement à Tours, du matériel qui m'impressionne chaque fois de par la petite herbe qui est arrachée et dans les cultures, certaines cultures spécialisées, on n'a que cette solution. Mais comme ce sont des matériels qui arrivent à être onéreux, c'est vrai que la position ou le service de l'ETA pourra le rentabiliser différemment. Très bien, merci Président. Et je vous soumets, messieurs, la toute dernière question des internautes avant vos propos de fin. La voici. Comment évolue globalement la part de marché des ETA dans l'ensemble des travaux de la ferme France? Qui s'en saisit? Frédéric Jean d'abord. Si vous voulez. Bien sûr, donc la part des ETA dans la ferme France continue à augmenter. Aujourd'hui, on arrive à 5 milliards d'euros et ça représente 20% des investissements agricoles et 120 000 actifs aujourd'hui. Voilà. Pour ce qui est des chiffres, on voit toute l'importance qu'on représente donc, nous, dans la ferme France. Président Napias, sur cette question? Oui, la ferme France a besoin de nous. On a besoin d'aide aussi, parce qu'on répond à un marché. Mais derrière les 120 000 intervenants dont parlait Frédéric maintenant, qui sont disséminés sur toutes les actions de prestation de services que nous pouvons apporter, est de plus en plus grandissante, mais il faut le maîtriser. Peut-être que cela s'arrêtera un jour, mais si cela s'arrête, c'est parce que la demande y sera moins. Mais aujourd'hui, on est toujours en progression et on fait tout pour garder cette progression, mais surtout également pour garder la formation de nos équipes pour répondre au mieux aux exigences que ont naturellement nos clients. Très bien, on referme cette fenêtre d'échange avec les internautes et j'ai envie de vous entendre, messieurs, pour le mot de la fin. Pour conclure, en un mot, s'il vous plaît, en un mot, votre souhait pour ce cru 2023 sur notre triple actualité. On commence avec vous, tiens, Frédéric Jean. En un mot, enfin j'en aurais plusieurs, mais c'est vrai, le premier souhait, c'est forcément la fréquentation. On veut une jolie fréquentation. Et puis, Frédéric Bondou l'a exprimé vis-à-vis des constructeurs, tout ce qui est de nouveauté. Et on a vu qu'on avait des entrepreneurs et des salariés qui montaient en compétences à tout niveau, agronomie, conduite, informatique, etc. Et ces nouveautés les intéressent forcément. Et puis, c'est vrai que c'est une véritable vitrine, en fait, aujourd'hui, pour prouver un peu plus la mutualisation qu'on exerce auprès des agriculteurs, pour éviter aussi la surmécanisation. Et puis, j'ai un souhait, en fait, par rapport au pôle expert. C'est vrai que ce sont 20 experts, donc, issus d'entrepreneurs de territoire, mais aussi intervenants extérieurs. Et pour vraiment pouvoir bien faire marcher ce pôle expert, il ne faut pas oublier, bien sûr, ce créneau de prendre sa place sur un créneau sur la partie Internet donc du salon. Alors Frédéric Bondou, votre souhait à vous pour conclure sur cette édition 2023 du Salon des ETA? Alors, d'abord, un grand merci aux ETA pour leur mobilisation sur le salon depuis maintenant près de 20 ans. Merci pour leur fidélité, merci pour leurs remarques aussi, parce qu'on fait des études, c'est intéressant, ça nous fait avancer. Merci aux exposants qui sont toujours de plus en plus nombreux, ça sera encore le cas cette année, et avec qui on a la chance de pouvoir échanger et pouvoir partager des choses qui nous font évoluer les uns les autres sur la façon en fait de participer et d'être présent sur le salon des ETA. Moi, si j'ai deux souhaits, c'est d'abord qu'on puisse réussir pleinement
le salon des ETA 2023. Je suis très optimiste parce que depuis 2022, on assiste à un véritable boom dans l'événementiel. Il y a un vrai retour au présentiel aujourd'hui sur les salons. Qu'on puisse réussir à faire ce qu'on avait prévu en 2021. Donc, là, on parlait de l'avenue des ETF, mais la réussite aussi de la 3e journée. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'on continue de faire grandir ce salon au service des ETA, des ETF, des entrepreneurs de travaux ruraux. Je rappelle que les 2 premières journées sont strictement dédiées aux ETA et uniquement dédiées aux ETA. Et puis aussi contribuer à faire en sorte que les exploitations françaises soient plus rentables, c'est la conséquence du développement. Et puis de faire de ce salon un véritable rendez-vous, je dirais le rendez-vous de l'agroéquipement de pointe au service de la performance, c'est peut-être ça le meilleur résumé, qu'elle soit économique, environnementale ou technique. Voilà, c'est tout le mal qu'on se souhaite pour cette fin d'année et pour les années qui viennent. Et puis pour la fédération, que je remercie également, c'est qu'on fête peut-être nos 20 ans en 2025. Il ne restera plus qu'une édition. Donc j'espère qu'on va arriver à s'entendre jusqu'à cette édition, cher Président. Président, on va commencer à préparer à acheter les bougies pour fêter ces 20 ans. Le mot de la fin, votre souhait pour ce cru 2023 du Salon des ETA, quel est-il ? Ma gourmandise me fait dire d'abord qu'il me tarde d'avoir le gâteau en 2025. Mais aujourd'hui, pour la mi-décembre, pour moi, cette vitrine de la prestation de services dans le milieu agricole qu'est le Salon des ETA doit être un moment de convivialité, mais un moment également de liaison énorme entre nos équipes et les constructeurs. Et il faut que cela soit gagnant-gagnant. Je sais que les constructeurs veulent à tout prix discuter des problématiques qui peuvent y avoir sur leur matériel. Parce que quand on y va en général, on fait remonter souvent les critiques et jamais ce qui va bien. Et tout ça, c'est enrichissant pour eux, mais pour nous également. Et le vœu de Tours, c'est que de ce salon, c'est qu'on y soit très nombreux et que la richesse qu'on peut apporter ou récupérer en se rencontrant, on puisse en faire profiter et la partager avec le monde agricole, avec la ferme agricole France. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Président, d'avoir été avec nous en visio. Merci, messieurs, en plateau. Et merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis pour toutes vos contributions et vos questions pour cette conférence de presse digitale qui se termine. Merci de votre attention et très belle journée à tous.